Le ballon ne tourne décidément plus rond sur la planète foot. C'est le grand angle de ce vendredi 30 avril. La planète foot est-elle en train de se tirer une balle dans le pied? Super bid de la Super League, plantage des Girondins de Bordeaux par leur actionnaire américain. Le foot business est-il en train d'éclater? Pierre Rondeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'économie du sport et de l'économie du football, auteur de Le foot va-t-il exploser pour une régulation du système économique du football aux éditions de l'Aube. Vous nous direz si votre livre était prémonitoire. Et avec nous également Alain Giresse, avec près de 60 matchs. Vous êtes une figure emblématique des Girondins de Bordeaux. Bonsoir à vous aussi. Il y a 8 jours, votre club de cœur se retrouve donc plongé dans la crise. Le fonds d'investissement américain King Street, l'unique propriétaire, déclare son intention de ne plus financer le club, qui se retrouve placé sous la protection du tribunal de commerce. Alain Giresse, c'est un crève-cœur? Oui, c'est attristant. Ça m'attriste évidemment de voir un petit peu où en étant arrivé avec les Girondins. Et alors, cette situation financière est adoublée par la situation sportive aussi, qui est malheureusement aussi très délicate. Donc voilà, on est à la croisée des chemins. On ne sait pas quel avenir est réservé aux Girondins de Bordeaux. Quelles sont les pistes pour la reprise du club ? Il y a des repreneurs qui se positionnent, mais d'abord il va falloir, je pense que le mandataire va faire le tour un petit peu de la question pour voir évidemment l'état des finances. Je pense que Pierre Rondeau pourra en parler mieux que moi. Ce qui est à souhaiter, c'est qu'on ne retrouve pas un fonds d'investissement comme c'était le cas, qui ne se préoccupait pas du tout que ce soit un club de football avec ce que ça représente, son image, son histoire, son passé, et ce que ça pouvait générer sur le plan social ici dans la région et sur la ville de Bordeaux. Voilà. Et pour vous, c'est près de 600 matchs avec ce club, qui est votre club de cœur. Est-ce que vous voyez jouer un rôle dans cette reprise, dans ce qui s'amorce ? Tout le monde doit apporter sa contribution. Alors, évidemment, par rapport à la situation, je pense que moi qui suis un ancien, comme tous les anciens, on a nos limites. Fatalement, on a nos limites. Simplement, on est là pour démontrer que ce que représente ce club, tout ce qu'on a envie qu'il retrouve comme positionnement dans cette ville, dans cette région. Voilà, maintenant... En plus, avec cette dimension financière qu'il y a, je crois qu'il est entre les mains du tribunal de commerce et là, ça nous dépasse un petit peu. Pierre Rondeau, quand un fonds d'investissement vient dans un club, c'est pour faire de l'argent. Cette décision n'est pas vraiment une surprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un club comme Bordeaux, ça ne rapporte pas d'argent? Oui, une surprise. Effectivement, la crise a fait qu'aujourd'hui, les clubs ne perdent pas d'argent. Mais Bordeaux, la problématique des Girondins, c'était que depuis très longtemps, et même, je pourrais depuis 2009, et le titre de champion de France, le dernier titre, Bordeaux avait laissé traîner une dette et un déficit assez important sur lequel King Street ne s'est pas du tout concerné, en tout cas n'a pas cherché à la réduire. Et c'est vrai que on parle quand même d'une dette depuis 2019 de 73 millions d'euros. Donc en l'état actuel des choses, vous avez la crise économique, la crise sanitaire, la crise de Mediapro en France et du principal diffuseur. Au final, King Street, vous l'avez dit, fonds d'investissement, donc objectif de lucrativité, n'a pas cherché à surenchérir et a tout simplement dit « je m'en débarrasse ». Mais qui va investir dans ces conditions? C'est toute la problématique et justement, Alain Giresse l'a rappelé, il y a le tribunal de commerce qui va entamer des procédures de sauvegarde et possiblement de redressement judiciaire. Pour l'instant, le repreneur, s'il y a un repreneur, va devoir s'acquitter d'une dette, en tout cas la récupérer, la solvabiliser, la sauver, la sauvegarder. Donc il doit prendre conscience qu'il va devoir venir avec une dette au moins de 73 millions d'euros, qui pourrait en partie être expurgée par le mandataire ad hoc, mais en tout cas une dette importante. Parier sur un contexte économique assez compliqué, de crise économique, de crise sanitaire, de crise du diffuseur, et d'un contexte sportif compliqué avec les Girondins de Bordeaux qui cumulent les défaites et qui sont 16e de la Ligue 1 française. Donc c'est vrai que si je dépeins le tableau de la sorte, il n'y a pas beaucoup d'éléments positifs pour les Girondins de Bordeaux et pour une reprise. Maintenant, c'est une marque internationale, ça reste Bordeaux, ça reste un grand club français. Alain Giresse, vous voyez-vous un point positif dans cette reprise? C'est ce qu'il faut espérer. Il faut espérer d'abord que le sportif soit préservé en maintenant le club en première division et que derrière, le mandataire, dans le travail qu'il va entreprendre et le rapprochement des repreneurs, on puisse arriver à pérenniser le club. Voilà. Mais on est pour le moment dans cette attente.
Alors la question qu'on va se poser maintenant, c'est pas assez d'argent, comme on vient de l'entendre, ou trop d'argent dans le foot. Lundi 19 avril, bronca générale. 12 clubs parmi les plus puissants du continent s'allient pour créer une nouvelle compétition, rivale de l'actuelle Ligue des Champions. Un projet avorté de ligue privée de l'aristocratie européenne du ballon rond, que nous rappelle Mévalo. La Super League, un projet aussi controversé qu'éphémère, qui réunissait 12 clubs, tous des fleurons du ballon rond européen et tous très riches. Le coup de grâce est venu de la terre natale du foot, avec l'annonce du retrait de Manchester City, l'un des clubs fondateurs de la nouvelle et très sélecte compétition. Dans la foulée, Arsenal se désiste à son tour. Après vous avoir écouté, vous et la communauté du football ces derniers jours, nous nous retirons de la Super League proposée. Nous avons commis une erreur et nous nous en excusons. Les uns après les autres, les 6 clubs anglais quittent la Super League, qui perd la moitié de ses participants d'un coup. La pression des supporters, de l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, était trop forte, comme celle des autorités britanniques. Boris Johnson en tête, qui avait promis de tout faire pour que ce nouveau championnat privé et fermé de fait à de nombreux clubs européens n'ait jamais lieu. Je salue l'annonce d'hier soir. C'est la bonne issue pour les fans de football, les clubs et les communautés à travers les pays. Nous devons continuer de protéger ce sport national que nous chérissons tant. À la question de savoir si la Super League reste viable malgré ses défections, voilà ce que répond celui qui en a eu l'idée, le patron de la Juventus, le club de Turin. Pour être franc et sincère, non, ce n'est pas le cas. 48 heures après son lancement, la Super League n'est plus une Super League devenue super ridicule. Il ne reste désormais plus que 2 clubs espagnols et 2 clubs italiens. Pierre Rondeau, avec 2 petites semaines de recul, c'était un coup de bluff ou un coup d'État? Alors de là à savoir si c'était un coup de bluff ou un coup d'État, c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que c'était un flop. Un flop du fait d'une impréparation, d'une véritable prétention de croire, de pouvoir se croire plus fort que le pouvoir politique ou le pouvoir footballistique. Politique, la Commission européenne, les élus, Boris Johnson, Emmanuel Macron, sportif, l'UEFA et la FIFA. Maintenant, c'est pas terminé. Et maintenant, on peut parfaitement imaginer qu'il s'agisse d'un coup de bluff avec justement la mainmise des clubs sur l'UEFA pour capter de façon officielle au sein des instances toujours plus d'argent. Mais vous le disiez, les réactions étaient nombreuses et assez virulentes. On ne découvre quand même pas ce qu'est le foot business. Oui, mais malheureusement, on vit une crise assez monumentale et vous l'avez dit, le foot business, c'est aussi des dépenses fastueuses, dépenses qui n'ont pas été contrebalancées par des recettes tout aussi fastueuses. Et les clubs de foot perdent et perdent depuis très longtemps de l'argent. Et donc, pour gagner de l'argent et pour récupérer cet argent perdu, il faut passer par ce genre de modèle malheureusement trop tourné vers le business. Alain Giresse, on va écouter un autre joueur historique des Girondins de Bordeaux. Il a remporté la Coupe du Monde avec les Bleus en 98. Christophe Dugarry pousse un grand coup de gueule. C'est le diable, ces fonds d'investissement. Voilà, c'est des investisseurs, c'est le diable. Voilà, ils n'ont rien à faire dans le football. Ils sont là pour gagner de l'argent, pour avoir une rentabilité, et ça s'arrête là. Il faut sortir de ce système du football où toujours en gagner plus, parce que plus on en gagne, plus on fait de bêtises, et plus on fait n'importe quoi, et puis plus on se retrouve dans des situations comme ça. Donc il faut arrêter sur cette course à l'armement. Et les dirigeants, avec l'arrogance et l'ego de nos dirigeants français qui ont cru que le championnat de France pouvait valoir 1,153 milliard d'euros, mais c'est une blague. C'est une blague. Tout le monde savait que Mediapro serait incapable de payer une somme pareille et surtout de la rentabiliser. C'est toute la philosophie du football qui est à revoir. Il faut rentrer dans une logique où il faut mieux travailler, ça c'est certain, et surtout revenir à de l'humain. On est toujours en train de dire que les footballeurs sont des mercenaires, mais ils sont devenus des mercenaires parce qu'ils sont traités comme des mercenaires. Ils sont traités comme de la viande. Voilà, ils sont traités comme des joueurs qui sont là pour vite progresser, vite marquer des buts et vite être revendus, surtout pour engraisser la bête et ses fonds d'investissement. Donc il faut revoir toute l'économie du football qui est devenue catastrophique. Il faut revoir l'économie et la philosophie du football, dit Christophe Dugarry. Alain Giresse, est-ce que le football a définitivement vendu son âme ? J'espère que non. Il y a encore moyen de rattraper la situation, mais il a raison, Christophe, de parler de tous ces fonds d'investissement, cet aspect business qu'il y a dans le football. J'avais moi-même rencontré les Américains avant de reprendre Bordeaux. J'ai été effaré de la façon, de leurs ambitions, de leurs objectifs, qui n'étaient pas du tout de résultats sportifs. Voilà où on en est arrivé. Et malheureusement, c'est à Bordeaux que ça arrive. Ça va peut-être arriver dans d'autres clubs. J'espère que non, parce que ça, c'est un signal d'alarme. La pandémie est passée par là avec des pertes financières astronomiques, abyssales. Pierre Rondeau, est-ce que les dettes de clubs comme le Real ou le Barça, elles datent d'avant la pandémie à bon dos ?
Oui, elle a bon dos, mais ce qui est aussi gravissime, c'est que on peut faire le comparatif entre Bordeaux et le Barça ou le Real. Le Barça, à titre de comparaison, c'est une dette de plus de 1 milliard et 300 millions d'euros à rembourser à court terme. Simplement, alors que Bordeaux doit 73 millions d'euros et passe devant le tribunal de commerce avec une menace de redressement judiciaire, voire de liquidation judiciaire, le Barça n'est pas du tout inquiété. Parce que les banques et les fonds d'investissement vont suivre les gros clubs. La Super Ligue européenne dont on a parlé, c'est les 12 plus grands clubs européens qui voulaient se mettre entre eux pour créer une compétition privée ultra lucrative. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui avec ce foot business. C'est les petits clubs ou moyens clubs qui n'ont pas les moyens de vivre aussi bien que les grands, mais qui ont l'ambition ou l'espérance de croire pouvoir vivre comme eux, vont dépenser beaucoup d'argent et s'endetter, alors que les très gros comme le Barça, le Real et les autres peuvent continuer à s'endetter, c'est pas grave. Mais ça veut dire quoi, dans l'avenir, il n'y aura plus que des très grands clubs? Dans l'avenir, si on continue, comme l'a très bien dit Christophe Dugarry, si on ne fait rien pour réguler le football, si on continue comme ça, demain, dans l'avenir, on aura les très gros qui continueront à vivre parce qu'ils auront les moyens de leurs ambitions, suivis par les banques et suivis par les fonds d'investissement, et tous les autres qui pourraient péricliter. On entendait Christophe Dugarry à l'instant, Alain Giresse, qui disait que les joueurs sont aussi simplement de l'achat. On dit souvent qu'ils sont trop payés. Si vous comparez ce que vous gagnez, vous, à l'époque, avec la nouvelle génération, il faut multiplier par combien pour qu'on se rende compte? Il n'y a pas de commune mesure. C'est très difficile à évaluer. Je ne sais pas quel est le multiplicateur. Il est immense, évidemment, et que ça a pris une dimension économique. Les joueurs en bénéficient. Ils n'ont rien demandé, ils en profitent. Malheureusement, ça va à l'encontre des possibilités des clubs. On voit où on en arrive maintenant. Donc c'est vrai que là, tout ça aussi, il va falloir qu'il y ait une remise en question de tout cela. Et effectivement, les salaires des joueurs vont certainement être revus à la baisse. Alors, il y a les joueurs, il y a les agents, il y a les clubs. Je me tourne vers vous, puisque tout ça ne fait que souligner la nécessité d'un autre modèle de développement. Ça serait quoi le bon modèle pour un football équitable et qui ne tombe plus dans ses excès? De façon assez paradoxale, on peut s'inspirer du modèle américain. Le modèle américain, au-delà du fait que ce soit une ligue fermée, ce qu'on ne veut pas en Europe, ce que devait être la Super Ligue européenne, sans promotion, sans relégation, nous, on veut conserver ce modèle pyramidal, mais malgré tout, les Américains, notamment NBA, ont imposé des systèmes de salary cap, de plafonnement des salaires et de luxury tax, de redistribution vers le bas des excès des gros clubs. Et d'ailleurs, c'est une piste de réflexion qui est menée actuellement par l'UEFA pour la réforme du fair play financier, à mettre en place, à terme, d'ici quelques années, une luxury tax et un salary cap européen. Et l'UEFA est le bon organisme pour faire ça? En tout cas, le plus légitime pour l'appliquer à échelle européenne. Parce que si on le fait à échelle franco-française ou espagnole ou italienne, on ne pourra pas avoir une harmonisation complète européenne. Il faut qu'une instance européenne, soit l'UEFA, soit la Commission européenne, prenne une décision. Et je dirais même que la Commission européenne est limitée à l'espace communautaire. Et l'Europe du foot, c'est l'Angleterre, c'est la Russie, c'est toute l'Europe. Donc pour qu'on prenne une décision impactante, il faut que ce soit l'UEFA ou la FIFA. Pour conclure avec vous, Alain Giresse, on va parler des supporters quand même d'un mot, les supporters qui expriment largement leur mécontentement, qui sont un petit peu comme les dindons de la farce. Est-ce qu'il faut que le football se reconnecte à sa base populaire? Est-ce que c'est possible? Il le faut, c'est nécessaire, c'est indispensable. Ça fait partie de la sphère d'un club de football. Oui, en ce qui concerne Bordeaux, ça a été malheureusement, il y a eu des dysfonctionnements de la part du club par rapport à ses supporters, qui fait que ça a modifié un petit peu les relations entre supporters et club. Et ça, c'est pas normal. Ces gens-là sont utiles. Bon, malheureusement, les tribunes sont vides, mais quand ils sont là, c'est ce qui fait aussi que le club existe. Et des tribunes qu'on espère pleines à nouveau très vite. Merci beaucoup, Alain Giresse, d'avoir été avec nous. Pierre Rondeau, merci à vous aussi d'avoir été dans 64 minutes. Merci à vous deux.